Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de présentation de solutions pour faire de l'internationalisation ou de la localisation de projets VCL et FireMonkey, alors qui fonctionneront sur d'autres plateformes hein, évidemment, puisque ce sont des trucs un peu standards dans le domaine de l'informatique. Hop. Alors, je me présente Patrick Martin, je suis prestataire informatique et formateur Delphi. J'interviens essentiellement sur des conférences et puis sur des formations en entreprise. Et aussi en ligne. Donc vous avez eu l'occasion sans doute de déjà suivre quelques vidéos sur lesquelles je suis. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou sur le blog développeur-pascal.fr. Évidemment, vous pourrez télécharger la présentation après si vous voulez. Juste en termes d'organisation, pensez à vous mettre en plein écran, parce que quand je partirai sur le code source, ce sera plus pratique et plus lisible pour vous. Cette série de webinaires est présentée par la société Barnsley, qui est distributeur officiel des outils Embarcadero pour la France, enfin les pays francophones et le Benelux. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec eux si vous avez des questions ou des besoins concernant les licences ou des soucis d'utilisation. Ils feront le nécessaire pour vous répondre au mieux. Je passe par la société Off Software, qui est ma société quand je fais des prestations. Donc si vous avez besoin de formation en entreprise, n'hésitez pas à me contacter par cet intermédiaire-là. Sinon, vous trouverez d'autres formations disponibles gratuitement sur apprendre-delphi.fr, notamment une que j'ai donnée entre mars et avril, enfin entre mars et mai, sur les bases de Delphi et de la programmation Pascal. Donc il peut servir pour les personnes qui débutent avec Delphi. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de traduction, donc de traduction de logiciels informatiques, hein, que ce soit des applications mobiles ou des programmes exécutables sur Windows, Mac ou Linux. Les exemples que je vous montrerai en fin de session seront sous Delphi. Alors c'est assez simple à utiliser et à recréer en C++ Builder, puisque ce sont les mêmes composants que vous pouvez utiliser sur les mêmes sources, donc vous pourrez le faire aussi. Normalement, d'autres langages de développement ne devraient pas vous poser de problème pour faire l'équivalent. Et puis, si vous êtes sur Lazarus avec la version avec Free Pascal, vous devriez également pouvoir le faire aussi de votre côté. Alors, pourquoi traduire une application? Il y a plusieurs raisons à ça. Je vais prendre plusieurs types de logiciels. Donc, pour les logiciels personnels, c'est plus pour soi. Donc, a priori, on n'est pas censé avoir besoin de le traduire, mais on peut éventuellement avoir envie de le distribuer un jour. Donc, autant mettre en place dès le départ des bases qui permettent de travailler dessus et puis de faire la traduction après, s'il y a besoin de le mettre à disposition d'autres personnes qui utiliseraient d'autres langues. Ensuite, on a les logiciels internes à une entreprise, une association ou n'importe quelle entité, qui normalement ne sont destinés qu'au personnel de l'entreprise ou de l'association, enfin en tout cas les gens bien identifiés qui travaillent au quotidien avec. Donc pas de diffusion mondiale des logiciels. Dans ce cas-là, effectivement, il n'est pas forcément nécessaire de traduire, mais ça peut toujours être un plus si on a notamment des intervenants extérieurs qui ne seraient pas forcément natifs du même pays ou qui ne connaîtraient pas par cœur la langue qu'on utilise. Donc ça peut arriver dans le contexte mondial dans lequel on travaille actuellement, où quelqu'un peut venir sur une entreprise suite à un déplacement ou une relocalisation et puis travailler sur les mêmes softs que les autres employés en changeant juste la langue. Donc c'est assez pratique et puis ça permet de s'ouvrir le monde. Il y a aussi évidemment la partie qui justifie pleinement d'être traduite, ce sont tous les logiciels qui sont diffusés auprès du public. Alors public, personne ou entreprise, hein, enfin, entité morale ou physique. Donc pour les applications mobiles, c'est suffisamment vaste pour que quand on fait partie des quelques millions d'applications disponibles sur les différents stores, on ait besoin de traduire si effectivement on s'adresse au grand public. Pour les logiciels d'entreprise, même chose que pour le cas précédent, en fait, si on s'adresse à un public français par exemple sur de la comptabilité, a priori, on n'a pas d'utilité réelle à faire la traduction du logiciel. Parce que les règles comptables sont les mêmes, enfin sont celles de la France, donc on travaille pour la France en français, donc faire une version japonaise n'a pas forcément de grand intérêt. Mais même chose, il peut y avoir un cas où des clients qui utiliseraient votre solution ont envie d'externaliser une partie, donc la sous-traiter à d'autres. Donc dans des pays qui forcément ne seront pas en français côté langue, et il y a toujours le cas de personnes qui pourraient intervenir dessus ponctuellement, de la même façon qu'à l'intérieur d'une entreprise. Petit rappel au passage, la traduction c'est une chose importante, il y en a une qui l'est encore plus, c'est l'accessibilité des logiciels.
La plupart des systèmes d'exploitation ont un module qui permet de faire de la lecture vocale d'écran ou de simplifier l'accès à certains éléments des interfaces. C'est la charge du développeur de faire en sorte que ce soit exploitable. Donc Embarcadero fournit un kit pour FireMonkey, j'en reparlerai probablement lors d'une future session, le temps qu'il diffuse la version pour la 10.4 Sydney. Et faut pas hésiter à s'en servir pour rendre le logiciel le plus opérationnel possible auprès du plus de monde possible, quelles que soient les éventuelles déficiences des personnes qui s'en serviraient. Alors, quoi traduire? Donc en fait, quand on a un programme, on a plein de choses sur lesquelles on a des textes, mais il y en a, ça peut être regroupé en 4 éléments. Donc les textes sont à l'écran. En ce qui concerne Delphi et C++ Builder, c'est tous les textes qu'on met directement dans les composants visuels depuis le concepteur de fiches. Les textes provenant du système d'exploitation, là on n'a pas trop le choix, hein, c'est la langue du système en général qui les propose, donc on dépend du système d'exploitation, donc c'est au système d'exploitation de gérer ses propres traductions et d'afficher les bonnes. Les textes provenant d'une base de données, donc là par exemple sur des libellés de statut, on a un libellé qui dit ouvert, fermé, en cours d'ouverture sur quelque chose. Dans nos programmes, on a éventuellement des énumérations qui permettent d'avoir des informations sous forme de constantes ou de valeurs lisibles pour le software. À l'exécution pour l'utilisateur, il est possible qu'on puisse lui afficher les informations correspondantes, mais en texte. Et du coup, dans ces cas-là, ça fait aussi partie des choses qui devraient être traduites. Donc ça complique un peu les choses suivant ce qu'on utilise comme logiciel pour la traduction. Et bien entendu, il y a aussi les chaînes de caractères qui sont dans les programmes, donc dans le source directement, puisqu'on n'a pas que l'interface utilisateur dans laquelle on met des textes. On a évidemment tout ce qui est boîte de dialogue qu'on active dans le code source et donc qui ont du texte à l'intérieur. Alors j'en ai oublié une cinquième qui était plutôt rattachée au système d'exploitation. En l'occurrence, c'est par rapport aux boîtes de dialogue, on a certains boutons standards qui ont des textes standards fournis par Embarcadero. Ils fournissent par défaut les traductions en français, anglais, japonais et la quatrième langue, je crois que c'est l'espagnol. Donc on a la possibilité de rajouter des langues si on utilise les outils Embarcadero pour les traiter. Après, si on fait notre propre moulinette, il faudra se faire nos propres boîtes de dialogue pour gérer tout ça. Enfin, ce sera plus pratique de le faire par nos propres boîtes de dialogue parce que sinon, ce sera la langue la plus proche du système d'exploitation. Donc, il y a des chances que ce ne soit pas forcément celle qu'on utilise. Après, les utilisateurs peuvent se contenter des icônes qu'on met systématiquement sur les boutons maintenant et qui permettent d'éviter de se poser la question de ce qu'il y a comme texte à côté. Donc, il y a des solutions pour contourner le problème. Mais en tout cas, ce sont les points sur lesquels il va falloir travailler quand on veut faire de la traduction de logiciel. Alors, comment traduire? Là aussi, il y a plein de solutions. Et ça dépend un petit peu du logiciel qu'on va utiliser pour faire la traduction, de la façon dont il stockera les textes et puis la façon dont on va les utiliser. Donc tout ça, c'est un impact sur le logiciel derrière. La traduction elle-même, quand on a un texte dans une langue, la reconvertir dans une autre, on peut faire appel à des logiciels automatisés. Donc il y a Systran qui en édite, qui est dans les plus connus, qui édite plusieurs solutions. On a aussi les bons vieux sites internet de traduction. Alors moi j'ai une référence pour deepl.com, qui a tendance à être moins bordélique quand on fait des traductions de plusieurs phrases à la fois. Sinon, la plupart du monde utilise Google Translate ou Microsoft Translator, qui ont des offres publiques sur leur site internet et puis des offres aussi professionnelles avec des outils plus compliqués, plus complets, on va dire. Pour la traduction, qui offre potentiellement une API aussi qui permet de traduire à la volée, donc de s'interfacer avec des programmes qui feraient la saisie par exemple, interrogerait l'API pour avoir le texte correspondant dans les autres langues et puis remplirait automatiquement une base de données de traduction. Alors après, il y a des licences d'utilisation de ces trucs-là. Des fois, on n'a pas le droit de s'en servir pour sous-traiter ensuite la traduction pour d'autres. Si on n'a pas l'occasion d'utiliser les logiciels en question, que c'est pour des textes un peu plus longs que juste une phrase, ou si ce qu'on traduit est un petit peu compliqué en termes de termes techniques, vaut mieux passer par un vrai traducteur, ou quelqu'un en tout cas qui va connaître la langue en question et pouvoir relire ce qui a été proposé par les automates. La solution traducteur professionnel, c'est quand même la meilleure pour tout ce qui est traduction de logiciels, surtout si on les diffuse mondialement. Parce que laisser des coquilles sur des textes qui sont pas forcément lisibles dans une langue très répandue, ça peut faire tâche sur les réseaux sociaux, ou pas sérieux d'une manière générale selon le tarif auquel on vend nos logiciels. Donc n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour ces trucs-là.
Comment on implémente les traductions dans les logiciels qu'on développe sur Delphi, enfin, Delphi et C++ Builder? En fait, on a plusieurs solutions. Donc Embarcadero, on propose deux, une pour la vaisselle et une pour FireMonkey. Ce ne sont pas du tout les mêmes en termes de fonctionnement et d'utilisation. Il y en existe évidemment chez des éditeurs tiers et puis une palanquée sur les réseaux, enfin en open source. Et puis je vous montrerai tout à l'heure une petite solution pour le faire soi-même de façon assez simple et simpliste. Alors, pour les projets VCL, donc Embarcadero propose un assistant de localisation de projet. Il travaille avec une DLL de ressources et permet de traduire les textes des écrans, de la RTL et présent dans les sources des programmes. Je vous ai mis le lien pour la doc, donc n'hésitez pas à retélécharger la présentation après. Donc vous aurez les liens sur le PDF, donc vous pourrez vous en servir. Alors petit exemple côté Delphi, donc là si je suis sur la 10.4 Sydney, si j'ouvre une nouvelle application, donc application VCL Delphi, je vais enregistrer le projet même s'il n'y a rien dessus. Un nouveau dossier. Donc cela, ça sert à rien que je vous les garde. Hein. C'est juste un truc basique. Voilà, je mets un bouton et un label dedans. Et sur mon bouton, le bon vieux show message. Voilà. Éventuellement, je les sépare à l'écran. Ok, donc là, j'ai un projet VCL. Et en fait, pour déclencher l'assistante de traduction, on a dans projet une option langue. Et donc, pour la première fois, on fait ajouter, on choisit le répertoire du fichier, enfin du projet. Et après, on choisit les langues qu'on veut utiliser dans le projet. Donc là, par exemple, je vais prendre anglais. Anglais États-Unis, anglais, ouais, États-Unis, et puis français. Français, France. Voilà. Donc là, j'ai deux langues. Il va créer des nouveaux projets derrière. Donc là, je fais ça, je laisse les paramètres par défaut. Oui. Et donc là, je me retrouve avec le projet principal dans un groupe de projets qui contient aussi deux sous-projets. Alors ces deux-là, en fait, ce sont des projets qui vont juste créer une DLL de ressources dans laquelle il va stocker les textes. Voilà. Pour la traduction elle-même, donc là, dans les langues, on choisit les langues qu'on active ou qu'on n'active pas. Et la traduction se fait depuis l'outil gestionnaire de traduction, voilà ici, où on a un éditeur et un référentiel. Alors l'éditeur, il n'avait pas l'air de passer tout à l'heure, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, il ne veut pas, donc je vais passer par le référentiel. Voilà. Et dans le référentiel, en fait, on retrouve tous les textes de la librairie fournie par Embarcadero, donc tous les textes de l'environnement, y compris les messages d'erreur. Donc on peut rajouter des langues si on a envie. Et vu que l'éditeur ne passe pas là, je vais voir ici. Voilà, donc là je suis sur, j'ai ouvert l'unité 1 du projet ENU, donc là ce serait anglais États-Unis, et donc je me retrouve avec les textes qui sont potentiellement dans mon écran, donc là en l'occurrence forme 1 en caption et ainsi de suite. Donc là il récupère plein de propriétés qui ne sont pas forcément à traduire. Donc à nous de faire le nécessaire derrière pour que ça fonctionne correctement. Et dans cette version, alors j'ai pas lancé la recherche sur le texte, mais normalement il récupère aussi les textes qui sont dans l'application elle-même, enfin dans les sources du programme. Donc après, à nous de modifier les codes qui affichent les textes en question pour utiliser le système de traduction pour les afficher réellement. Donc là, si j'exécutais le programme, que je changeais de langue sur le système, j'aurais la traduction automatique. Enfin, il passerait d'une DLL à l'autre, selon comment je configure mon environnement de travail. Alors, est-ce qu'il a changé? Ouais, bizarre. Ok. Voilà pour la VCL. Alors, pour les projets FireMonkey, Embarcadero nous propose un autre système qui fonctionne sous forme de composants. Donc, on a juste un composant de T-Lang à placer sur les fiches qu'on veut traduire. Et après, bah, c'est à nous de nous débrouiller pour faire la traduction, évidemment, comme dans l'autre cas. Alors là, pareil, hein, je vous ai mis le lien vers la doc. Donc, je vais créer un nouveau projet VCL, FireMonkey, pardon.
Voilà, je vais mettre un label et un bouton comme comme sur l'autre, hein. Et je rajoute un composant tlang ici. Et donc quand je vais sur le tlang, j'ai la possibilité de sélectionner un fichier si je les ai déjà stockés, et puis d'accéder aux langues et aux traductions à partir de là. Donc là, lui, le composant, il a détecté qu'il y avait deux autres composants derrière, label et source, enfin label et bouton, pardon. Ici, je vais rajouter une langue française, enfin mettre plusieurs langues. Donc EN, ajouter une langue FR, voilà. Donc là, je me retrouve avec deux langues sur mon projet. Et le label 1 en français, ce sera mon texte. En anglais, ce serait my label. Et ainsi de suite. Et donc après, il y a juste dans le code, quand on veut changer de langue, à spécifier au composant, enfin à indiquer au composant tes langues, quelle langue on veut utiliser, et du coup il bascule sur les textes de l'écran par rapport à ça. Donc évidemment, il y a aussi une solution à partir de là pour modifier les textes qu'on aurait dans le source lui-même. Bon, évidemment, on peut aussi exporter les textes qu'on est en train de, enfin la liste des messages qu'on est en train de traduire pour pouvoir les faire traduire par quelqu'un d'autre, hein. Il est assez basique, par contre il faut le mettre sur chaque fiche, pour qu'il gère automatiquement la traduction de la fiche en question et de ses composants. Donc là, ce sont les deux solutions, l'habitude d'avoir la présentation de l'autre côté. Là, ce sont les deux solutions proposées par Embarcadero. Il y a des alternatives, donc là j'en ai recensé quelques-unes. TSILang de Igor Sitikov, qui est un peu ancien, mais qui fonctionne à peu près pareil que le Tlang, sauf qu'il fonctionne en VCL et FireMonkey. Donc pareil, on pose un composant sur la fiche, et puis... non, pardon, TSILang, lui c'est oui, c'est l'autre. Je confonds avec le suivant. Donc TSILang, pareil, il y a un composant qu'on met, mais lui, il propose un éditeur complètement externe pour gérer tous les textes. Il va récupérer tout ce qu'on veut, et puis il a des fonctionnalités assez évoluées, notamment pour le filtrage des choses qu'on veut traduire ou pas traduire. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, et l'avantage c'est que il est maintenu, contrairement aux solutions open source qui sont un peu anciennes sur celles que j'ai pu recenser. Decalang, donc lui c'est un composant qu'on passe sur l'écran. La dernière version datait de 2013 ou 14, je sais plus. Et il est plus maintenu. Donc on peut s'en servir, on a les sources, donc on peut le gérer nous-mêmes, hein, le recompiler sur les versions récentes de Delphi. Mais par contre, on n'a pas de support utilisateur possible, puisque forcément, plus de maintenance du projet, et a priori, son auteur, Dmitry Khan, a disparu de la circulation, puisque les autres dépôts de projets sur lesquels il a travaillé sont tous au point mort aussi. Donc un projet que vous pourriez utiliser, mais il ne faut pas attendre des miracles concernant d'éventuelles évolutions derrière. Par contre, on a les sources, puisque c'est de l'open source, et donc on peut en faire ce qu'on veut derrière et adapter en fonction de nos besoins. Sur Better Translation Manager, un peu le même principe, sauf que là, c'est que pour de la VCL. Et il se greffe par-dessus l'outil de traduction de Embarcadero, avec un gros éditeur séparé qui permet de tout gérer aussi sur la sélection des champs à traduire. Krivich Delphi Localizer, je l'ai pas utilisé, j'ai pas essayé, mais c'est sur le même principe en fait, un composant à placer sur les fiches, et après un accès à partir du source si on a besoin de traduire un texte ou un autre. Et enfin, on a le site Tori qui est un annuaire de logiciels, librairies et autres concernant Delphi et Pascal d'une manière générale, qui en recense une bonne dizaine, donc vous pouvez aller voir dessus. C'est tous plus ou moins sur le même principe, hein, un composant sur une fiche au niveau global dans l'application dans un data module, et après fiche par fiche, on doit faire la traduction manuelle, ou alors le composant qui est posé dessus fait le nécessaire. Ce qui les distingue tous, enfin ce qui les distingue le plus les uns entre les autres, c'est la façon dont on peut récupérer les textes de l'application, donc éventuellement scan des sources du projet ou des écrans, et puis la façon dont on les saisit derrière, soit dans un outil qui permet de faire la saisie complète, éventuellement exporter, réexporter et transmettre ça à un traducteur, ou tout dans le concepteur de fiches, et on se débrouille avec, c'est le développeur qui fait les traductions qui les tape. Donc réfléchissez à ces choses-là suivant ce que vous voulez utiliser quand vous traduirez vos programmes. C'est un point important, la possibilité de pouvoir faire traduire par quelqu'un d'autre que le développeur, ou de copier-coller les textes par quelqu'un d'autre que le développeur. Ça fait gagner du temps, surtout s'il y a des modifications derrière,
ou des nouvelles langues à ajouter, il n'y a aucune raison que ce soit le développeur ou celui qui a une licence Delphi qui aille dedans pour faire les mises à jour du fichier. Mais certains composants imposent ce genre de façon de travailler. Alors, ensuite, on a d'autres composants qui ne sont pas référencés sur tout ça. Donc là, je vous ai mis deux recherches que j'avais utilisées pour faire les sélections. Delphi Localisation Component et Delphi Localisation Software. Vous retrouvez pas mal de choses. Alors, il y a plein d'articles qui datent aussi de très longtemps, qui portent sur des solutions qui étaient parfois sur Delphi, parfois sur Lazarus, parfois antérieures à tout ça. Mais en tout cas, vous aurez des possibilités à partir de tout ça, en gratuit et en payant aussi. Juste un truc, pensez, alors justement pour la pérennité de vos projets, euh, privilégiez des solutions sur lesquelles vous aurez les sources de l'outil qui vous permet de traduire, ou en tout cas de ce qui gère la traduction en interne dans vos projets. Parce que comme Delphi change de version assez régulièrement, si vous utilisez FireMonkey, vous allez être contraint de faire des mises à jour pour pouvoir suivre les évolutions des systèmes d'exploitation, notamment sur iOS et Android. Donc vous allez changer de version de Delphi régulièrement, et donc vous aurez les versions de DCU qui changent régulièrement. Donc des choses que vous auriez achetées sans les sources ne seront pas forcément utilisables ne seront pas utilisables sur une version supérieure de Delphi si la librairie de composants que vous avez acheté n'est pas maintenue, ou si vous n'avez pas la possibilité de recompiler. Donc pour être tranquille, surtout sur les trucs payants, sur les petits outils et autres, privilégier systématiquement des solutions avec les sources. Parce que même s'il y a du travail à faire dedans pour l'adapter à une nouvelle version de Delphi, au moins vous n'êtes pas bloqué si l'éditeur de la solution en question disparaît. Et tout ce qui est open source, heureusement vous avez les sources, mais pensez à les garder quand même quelque part propres. Pas juste vous partir du principe que c'est sur GitHub et donc ça va rester à vie sur GitHub, c'est pas le cas. Il y a aussi du ménage de temps en temps dessus, donc il faut garder un exemplaire des sources de ce qu'on veut utiliser si vous voulez vraiment avoir des projets qui seront pas bloqués ou plantés du jour au lendemain en changement de version de Delphi ou parce que pour une raison ou pour une autre, il y a un bug qui traîne dans les trucs que vous avez achetés et qui finalement ne sont pas maintenables parce que vous avez rien pour le faire. Donc sur la traduction comme sur plein d'autres choses, c'est vraiment important de penser à ce genre de choses. Là, je vais vous proposer une solution maison. Donc là, ce sera un petit exemple que j'ai fait en moins d'une demi-heure. Mais ça, c'est plus parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses. Et en fait, pourquoi je vous propose une solution maison plutôt que de partir sur des solutions qui existent, c'est aussi pour vous montrer que c'est assez simple à gérer. Donc, d'après la liste des participants de noms que je connais, il y a beaucoup d'anciens utilisateurs de Delphi qui le suivent depuis longtemps, donc ils sont au point sur ce genre de choses et qui ont probablement peut-être déjà leur solution de traduction s'ils utilisent. En tout cas, ils sont capables de faire ce genre de choses. Il y a aussi des nouveaux qui vont avoir tendance à plus utiliser les trucs existants. Donc je voulais en profiter pour vous montrer que c'est pas compliqué à gérer ce genre de choses, enfin, ce genre de développement, et que vous pouvez les faire vous-même ou éventuellement vous servir de ce que je vais vous proposer là. Puis après tout, on est tous développeurs ici, donc faut profiter. Alors ce petit exemple, il va être fait en FireMonkey. Vous pouvez évidemment l'adapter en VCL, l'utiliser en Lazarus si vous voulez, et vous pouvez l'adapter sur d'autres systèmes pour le fonctionnement global. Donc là, j'ai deux parties dans le projet. L'une, c'est le programme qui va servir à gérer la base de données. Donc je vais stocker les textes dans une base de données, et donc je vais faire un programme qui va permettre de la modifier. Et la deuxième partie, donc c'est le programme qui va utiliser les textes, donc celui qui sera à traduire. Alors évidemment, le premier pourrait être aussi lui-même faire l'objet d'une traduction. En l'occurrence, j'ai mis aucun texte dedans, donc on s'abstient, mais effectivement, il n'y a pas de limite en fait. Les logiciels qui vous servent pour gérer des logiciels derrière peuvent eux-mêmes faire l'objet peuvent bénéficier de ce qu'ils génèrent pour les autres projets. Donc un logiciel qui gère la traduction peut être traduit avec les fonctionnalités qui servent pour la traduction des autres. Là, je vais donc le faire en FMX pour les deux. Donc sur la traduction, pour la gestion de traduction, j'ai mis juste une grille à l'écran, un navigateur, et je vais utiliser LiveBinding pour attacher ça à un TFD Maintainable. Et la base de données, je vais la stocker en automatique par l'intermédiaire des propriétés de persistance du TFD Maintainable. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors je ferme ça. Projet existant.
Voilà. Alors, évidemment, sur un projet à vous, pensez à tout renommer, hein, parce que là, j'ai laissé unit 1, 2, 3 et projet 1, mais en prod, c'est pas top. Donc là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc là, j'ai une grille, j'ai un navigateur, j'ai une table en mémoire. Ma table en mémoire, j'ai rajouté 3 champs en dur, un ID qui sera alphabétique, un FR, un EN pour les textes, la version française et la version anglaise du texte. Là, par contre, j'ai mis un mémo pour pas être limité en termes de largeur, pas en nombre de caractères. Je pourrais rajouter italien, espagnol et autres au fur et à mesure si j'ai envie. L'avantage du FDMemTable, c'est que comme il garde la structure, enfin il crée la structure en mémoire, je peux la changer comme je veux pour l'exemple. Par contre, si j'avais déjà des données existantes et que je rajoute des champs, elles seront plus lisibles. Méfiez-vous. Enfin, en tout cas par la méthode que j'utilise. Donc là, j'ai deux langues qui seront gérées pour chaque ID. Ma grille, elle est rattachée par les bindings, donc liée visuellement, à mon FDMemTable et mon DB Navigator en bas aussi. Donc j'ai 0 ligne de code dans ce programme, enfin presque. À la création de la fiche, je vais ouvrir ma table en mémoire. En fait, je vais faire en sorte que ma table en mémoire fonctionne correctement ou s'active parce qu'elle n'est pas forcément de base, au cas où j'aurais désactivé dans l'écran. Donc je déclenche un open et quand je ferme la fiche, je veux absolument fermer proprement la table en mémoire, donc j'ai mis un close dessus plutôt que de laisser le système la supprimer tout seul. Si on n'a pas le close qui s'exécute, les propriétés de persistance n'enregistrent pas les données actuelles de la table. Donc c'est pour ça que je m'habitue à le mettre systématiquement quand j'utilise la persistance sur une table en mémoire. Là, donc, ce sont les ouvertures et fermetures. Et donc, à l'ouverture sur ma table, donc mon FDMemTable, j'ai utilisé la propriété, enfin l'événement beforeOpen, sur lequel j'ai rempli la propriété ressourceOption.persistent en la mettant à oui pour dire qu'il doit utiliser la persistance, et ressourceOption.persistentFileName pour lui donner le chemin d'accès au fichier dans lequel il va stocker les informations. Donc là, la persistance, en fait, si on l'active sur un FDMemTable, à l'activation de la table en mémoire, il va chercher les données qui sont dans le fichier s'il existe, et à la fermeture, il réenregistre le contenu de ce qu'il avait en mémoire. Donc il écrase l'existant avec ce qu'on avait éventuellement modifié en mémoire. Donc là, pour le nom de fichier, j'utilise le combine à partir d'un getDocumentPath et d'un nom de fichier que j'ai écrit comme ça. Donc là, ce serait metextraduit.bin par exemple. Le tpass.combine et tpass.getDocumentPath venant de l'unité system.ioutile pour gérer les chemins d'accès en multiplateforme et tout ce qui va avec. Donc le combine faisant juste un ajout de slash ou backslash selon le système d'exploitation. Donc là, tel quel, il n'y a pas grand chose et ça va me gérer ma table en mémoire avec mes données. Juste un petit truc, j'ai décidé pour cet exemple-là de stocker mes données en binaire plutôt qu'en JSON ou en XML, puisque ce sont les trois formats qui sont gérés par l'enregistrement depuis une table, enfin un dataset de FireDAC. Et pour ça, j'ai quand même rajouté un driver. Donc sur l'écran, j'ai aussi rajouté le composant non visuel fd stan storage bin link, qui rajoute, enfin qui référence en fait le format binaire pour les load et frame load from file et save to file des datasets. J'aurais pu mettre un fd stan storage JSON link ou un fd stan storage XML link, selon le format que je voulais utiliser. Ce qui permet derrière que quand j'utilise l'extension .bin dans le fichier, il va considérer que c'est le format référencé en tant que binaire qui est pris en compte. Si j'avais mis JSON dans le nom du fichier, il m'aurait fallu référencer le format JSON. Ceci étant, c'est juste pour éviter que le texte soit complètement, enfin le fichier soit complètement lisible en clair et qu'on soit tenté de bidouiller dedans à la main. Donc là, je vais exécuter mon programme. Donc je vais partir d'une table vide, hein. Normalement, si j'ai bien pensé à l'effacer, voilà. Donc j'ai rajouté 3 enregistrements dedans. Donc le premier, ce sera par exemple XX avec XXX en français et ZZZ en anglais. Je vais rajouter un form1.label. Enfin, form1.label 1. Donc ça, ce sera mon texte. Et my text en anglais, voilà. Après, on met ce qu'on veut. On peut faire évidemment, c'est nous qui gérons la liste des traductions, donc on les gère comme on veut. On peut évidemment faire une version que pour la France, une version anglaise et autres qui sera plus gérable en termes d'extension et d'ajout de langue. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait pour la version basique. Et donc, je le ferme, ça enregistre, et si je le rouvre, il récupère bien les données. Donc, la base de données existe bien,
et j'ai bien un fichier dans mes documents quand je vais les regarder, ici, donc qui s'appelle metextraduit.bin, et si je l'ouvre avec le Notepad++, j'ai bien un truc qui est un peu illisible. Donc ça tombe bien, enfin, il y a quand même le texte en clair dedans, mais en tout cas il y a plein de trucs qui sont un peu pourraves, donc on ne peut pas facilement bidouiller dedans sans que ça prenne tout. Ceci étant, du coup, j'ai passé sur l'autre partie. Et donc l'autre partie, c'est le logiciel qui va utiliser les traductions qu'on crée. Donc là, en l'occurrence, ce sera un programme qui va juste avoir une fiche, hein, dans l'exemple que je vais vous donner, mais ça marcherait avec plusieurs fiches telles que je l'ai créé. Et il va se contenter de récupérer le fichier que j'ai mis sur le disque dur. Évidemment, si vous le diffusez, il faudra diffuser aussi ce fichier-là d'une manière ou d'une autre, hein, soit avec le setup du programme, soit en téléchargement lors de son premier son démarrage la première fois si le fichier n'existe pas. Là, après, à vous de voir en fonction de ce que vous faites. Et pareil pour les applications mobiles, hein, il faudra aussi diffuser aussi avec. Donc là, je vais, comme sur la version, non, pas comme sur l'autre, là, la partie base de données et autres, je vais la gérer sous forme de data module, comme ça il sera externe et je pourrai m'en resservir ailleurs. La récupération et le traitement des textes, ce sera également géré au niveau du data module, donc du module de données, pour les fiches compatibles. Alors, je vais venir sur ce point-là dans le source. Le choix et le changement de la langue seront aussi traités par le data module. Alors là, j'ai fait un truc assez simple, hein. J'ai 3 colonnes dans ma table, un ID, FR pour la France, EN pour l'anglais. En fait, le choix de la langue, ce sera juste le choix de la colonne. Donc ce sera le même nom que la colonne pour le choix de la langue. Ce qui simplifie pas mal de choses. Et s'il trouve pas la langue, bah, à ce moment-là, il prendra la langue française par défaut. Ou en tout cas le texte par défaut. En interne, donc là je vais... alors j'ai mis que hop, ouais. Les fiches, les cadres, comme tous les composants visuels et non visuels, sont accessibles depuis des listes, en tout cas des propriétés d'autres composants dans l'application. En l'occurrence, les fiches, elles sont toutes accessibles depuis l'objet screen, qui contient toutes les fiches du projet, quel que soit l'écran sur lequel elles sont. Alors que dans l'application, on a juste le main form, donc la fiche principale. Donc si on a créé les autres fiches à partir du main form, on peut descendre une arborescence. Dans le cas contraire, on peut les parcourir toutes à partir de screen, et donc toutes les fiches existantes sont dans screen.forms, donc je pourrais les parcourir pour changer les langues dessus, les textes dessus en fonction de la langue. Et c'est pareil pour les composants, les cadres en fait, ils sont tous rattachés à une fiche, si on a des cadres. Les composants visuels, ils sont tous rattachés à une fiche ou à un cadre, ou en tout cas en tant que parent-enfant ou en tant que propriétaire. Donc d'une manière ou d'une autre, on peut se servir de tout ça pour automatiser la mise à jour des textes. Donc les textes présents à l'écran, je pourrais gérer la conversion à partir du nom du composant sur lequel je suis ou d'un ID que j'aurais par exemple stocké au niveau du tag dans la fiche elle-même. Alors si vous utilisez les tags, donc le tag c'est un élément numérique, enfin, c'est une propriété numérique de chaque composant. Normalement, à aucun moment autre que nos programmes ils sont modifiés. C'est destiné aux utilisateurs, enfin aux développeurs pour stocker des éléments au niveau de chaque composant. Dans la vaisselle, on a tag, en FireMonkey, on a tag string pour les chaînes de caractères, tag float pour mettre des booléens, des valeurs décimales, et puis tag object pour ajouter un objet à d'autres. Donc tous ces trucs-là, on peut s'en servir pour stocker des informations, et on a la propriété tag accessible depuis le concepteur. Donc si on gère des ID numériques, on peut se servir du tag pour les stocker. Sinon, on peut utiliser automatiquement le nom du composant ou le libellé qui est dessus, selon ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, dans ce que je vais vous montrer, j'ai utilisé le nom du composant par rapport au nom de la fiche. Les textes applicatifs sont récupérés à partir d'une simple fonction. Donc pour tout ce qui est affichage de texte, je vais utiliser la fonction qui se trouve dans mon data module qui gère la traduction. Et c'est grâce à ça que j'ai récupéré le texte final qui sera affiché quand j'en aurai besoin. Ici, donc vous êtes autorisé à en faire ce que vous voulez derrière. Évidemment, pas les revendre, hein. Ce serait un peu bête, surtout que c'est pas opérationnel à 100% pour tous les cas. Mais vous pouvez vous en servir si vous avez envie dans vos projets, ou en tout cas vous en inspirer. Alors, je vais ouvrir l'exemple de projet que j'ai créé tout à l'heure. C'est par où? C'est là. Donc, retour dans Delphi, dans la partie programme utilisateur. Alors, vous ne fiez pas au numéro d'unité, c'est pas les bons. La fiche principale, en fait, pour moi, ce sera l'unité 3.
dans ce projet-là. Si je regarde les options de projet, donc c'est là où je vous disais, pensez à renommer tout ce que vous avez dans vos sources pour pas vous perdre. Là, je l'ai pas fait non plus. Donc ma fiche principale, c'est forme 1, qui en fait est stockée dans unit 3. Je triche un peu. Et data module 2, c'est le data module qui gère mes traductions. Donc, il contient la récupération du texte et puis la possibilité de changer de langue ou d'afficher le texte dans la bonne langue. J'ai aussi une fiche qui ne sera pas créée, qui sert juste pour l'héritage, qui s'appelle forme traduite et elle est dans l'unité 1. Voilà. Donc, au démarrage du programme, il démarre mon data module, qui est dans l'unité 2. Donc là, je suis sur un projet FireMonkey, ce serait le même principe hein, sur la VCL, il faudrait juste refaire recréer le data module et puis vous avez juste à copier-coller le texte, enfin le source. Donc sur mon unité 2, donc mon data module qui gère la traduction, j'ai un FD Stan Storage Binlink, donc pour gérer le format binaire dans lequel j'ai archivé mes données. J'ai ma table en mémoire sur laquelle j'ai rien spécifié comme champ. Je m'en fiche, elle va juste récupérer ce qu'il y a dans le fichier, donc ça se créera par rapport à ce qui a été généré dans le programme de gestion des traductions. Côté source, même principe, enfin, sauf que là, je ne gère pas la mise à jour en persistance sur la table. Donc au démarrage la création du data module dans le forme data module create, j'ai juste une ligne qui va charger le fichier qui contient les traductions dans ma FDMM table. Donc là, c'est un load from file hein, qui récupère directement le nom du chemin et avec le point bin. Donc du coup, quand je fais un point bin, j'ai mon driver qui gère le point bin référencé au niveau de l'écran, donc un FD Stan Storage Binlink. Et ensuite, bah, c'est tout. Côté data module, il n'y a que ça. J'ai deux autres fonctions dans mon source, une qui est underscore avec deux paramètres ID et default text. Donc l'ID, ce sera la référence, c'est la clé qui est utilisée dans la table. Le default text, ce serait le texte qui serait renvoyé si on ne trouve pas l'information correspondante dans la langue en cours. Et j'ai une fonction de change langue qui va modifier la langue en cours en lui passant un texte qui correspondra à la langue, donc là en EN ou FR si on veut fonctionner correctement avec cette base. La langue, je la stocke sous forme de variable globale dans l'implémentation de mon data module. Je l'initialise par défaut avec le bloc initialisation du data module en bas du source, FR pour dire France par défaut. Donc on considère que la langue française est obligatoirement dans ma table. Ce qui est cohérent vu comment je l'ai créé. Ensuite, nous avons donc deux fonctions. Alors ça, je vais l'enlever du source, il ne sert à rien. La première, underscore. Donc pourquoi underscore? Tout simplement parce que c'est ce qu'on utilise en PHP, Perl et autres quand on fait la traduction en général et on a une fonction underscore quelque chose qui sert à la traduction. Donc j'ai préféré utiliser la même chose pour pas se perdre complètement, au moins, et puis c'est rapide à saisir en plus. Donc on est tranquille. Donc ID default text. Première chose à faire, c'est si j'ai un ID, bah, je vais chercher dans ma table si je le trouve. Donc là je fais un locat sur le FTMM table de mon data module. Donc là, je suis sur une fonction globale au niveau de l'unité, hein, on n'est pas sur une fonction liée à l'instance du data module. Donc, je devrais faire ce que j'ai fait ici. Assign machin, assign de trucs, ça. Voilà. J'ai juste rajouté un petit test avant pour m'assurer que le data module est bien créé avant de faire ça. Hop. Donc, si le data module est assigné, donc si la variable data module 2 est assignée, donc correspond à un pointeur sur une instance de classe et que ma table en mémoire est active, à ce moment-là, je vais traiter le reste. Et dans le cas contraire, je vais faire en sorte que, donc là, point virgule, CTRL D pour remettre en forme le texte. Donc là, je vérifie que mon data module existe, que ma table est active. Dans ce cas-là, j'essaye de me positionner dessus, donc avec locat, sur la colonne ID avec le ID que j'ai passé en paramètre à ma fonction. S'il trouve quelque chose, ça me renvoie un trou, et dans ce cas-là, mon résultat il prendra la valeur du champ correspondant à la langue sélectionnée. Alors, on part du principe que langue sélectionnée a déjà été testée quand on l'a modifié, donc on est sûr qu'il existe. Sinon, évidemment, il ne trouverait pas le champ et donc il planterait. Donc, à nous aussi de gérer les try except, try finally et autres, j'en ai mis aucun. Il faut y penser aussi quand vous faites un vrai projet, donc
pour ça que n'utilisez pas ça exactement tel quel si vous voulez le réutiliser. Donc si j'ai récupéré quelque chose, mon résultat il est a priori pas vide. S'il est vide, je renvoie default text. Donc en gros, je renvoie default text, celui qui a été passé en paramètre à ma fonction. Si j'ai pas trouvé la valeur dans la table, donc si mon ID n'a pas de correspondance, ou si le texte est vide dans la version traduite. Évidemment, si je cherche à récupérer un truc qui est censé être vide dans la traduction, a priori, je lui passe une valeur par défaut vide aussi, donc ça pose pas de problème particulier. Donc là, c'est ce qui me permet de récupérer mes textes traduits, et donc j'ai plus qu'à l'utiliser dans les programmes. Et l'autre chose, donc, c'est le changement de langue. Donc le changement de langue, je lui passe la langue en paramètre. Du coup, pour être sûr que ça fonctionne, je vérifie si mon data module existe, est bien assigné. Je vérifie que ma table est active. Donc a priori, le chargement du fichier qui contient les données a été fait. Et je vérifie si le champ qui correspond, enfin qui a pour nom la langue qu'on vient de passer en paramètre existe. Donc je fais un assign du data module 2.fdmtable1.fields.fillByName. Le fillByName me renvoie le champ qui correspond à ce nom-là. S'il n'y en a pas, il renvoie nil. Donc du coup, je peux vérifier si la langue existe, en fait, si la colonne correspondant à la langue existe. Si on a trouvé la langue, à ce moment-là, on enregistre la langue en cours à la langue passée en paramètre dans la langue sélectionnée globalement. Du coup, la récupération des textes suivants se feront avec la nouvelle. Et je parcours tous les écrans de l'appli, enfin qui sont rattachés, qui existent en fait dans l'application, pour pouvoir lancer la traduction dessus. Donc pour ça, en fait, je parcours donc le screen.forms, ici, et je teste si c'est un descendant de tform traduite. Si c'est un descendant de tform traduite, à ce moment-là, j'appelle la fonction de traduction qui est dessus, enfin la procédure de traduction qui est dessus. Le tform traduite, c'est la fameuse unité que j'ai rajoutée qui n'est pas censée être créée. Ça va être qui est dans unit 1, voilà, qui s'appelle donc tform traduite, c'est une fiche vierge. Donc c'est juste descendante de tform et il y a juste deux méthodes dedans. Un constructeur create qui surcharge l'existant, et ce constructeur create va envoyer en file d'attente, après avoir traité le create des précédents, traduire texte. Et j'ai une procédure traduit texte qui est virtuelle, donc qui peut être surchargée sur les descendants, qui va parcourir tous les composants de ma fiche. Si un composant est un descendant du tPresented text control, il a une propriété texte, qui a priori est le cas de tous les composants qui ont un affichage. Alors évidemment, là, ça gère les composants standards d'Embarcadero, qui sont fournis avec FireMonkey. Le tPresented text control n'existe pas tel quel sur la VCL, il faut en tester un autre. Et puis de temps en temps, c'est caption ou c'est texte. Donc vérifiez par rapport à l'arborescence des composants et faites les différents tests qu'il vous faut par rapport aux composants ou aux familles de composants que vous utilisez. Là, en l'occurrence, je vais mettre juste un bouton et un label, donc ils descendent tous de celui-ci, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc si mon composant est bien un tPresented text control ou un descendant de cette classe-là, à ce moment-là, sur ce composant-là que je caste en tPresented text control, j'accède à la propriété texte. À cette propriété texte-là, je lui attribue la version traduite, le underscore, du nom de la fiche, point, le nom du composant. Alors le components qui est sur la fiche, il a le point name, donc on peut y accéder directement. Et par défaut, je lui mets la valeur actuelle du texte dans le composant. Donc je refais un transtypage du composant de i et je récupère son texte. Donc là, en gros, je vais aller récupérer quelque chose qui serait sous la forme form1.label1 si j'ai un label 1 dans la fiche form1. D'où le fait que je l'ai saisi comme ça dans celui-ci, dans le programme de traduction. Le fait de le mettre au niveau d'un create. Donc là je fais un create, le create de ma fiche traduite soumet en file d'attente la traduction. Pour la bonne et simple raison que selon les cas, la création ne gérerait pas la traduction tout de suite. Donc là par exemple, si on est sur un descendant, il est censé, sur le create d'un descendant, appeler le create de son parent tout de suite, enfin de son ancêtre tout de suite. Du coup, si je mettais juste traduire texte ici, j'aurais pas forcément tous les composants qui auraient été créés au niveau de la fiche.
Donc je préfère le soumettre en file d'attente, comme ça, lors du process message qui suit le create global de ma fiche, il va exécuter la traduction. Et là, comme c'est une traduction virtuelle, il va exécuter la traduction au niveau du composant, enfin de la fiche elle-même, pas de son ancêtre Tform traduite. Du coup, j'aurai accès à tout, et ça ne sera utilisé qu'à partir du moment où il a déjà renseigné toutes les propriétés de tous les composants de la fiche. Un peu tordu, mais ça fonctionne. Et là, j'utilise le force Q, alors qu'il est disponible à partir de la 10.2 de Delphi. Si vous êtes sur une version antérieure, vous pouvez utiliser Q à la place. Mais ça ne fera pas exactement ce que vous voulez, puisque Q, en thread principal, il va l'exécuter tout de suite. Donc il ne va pas attendre de la mise en file d'attente. Donc d'où l'intérêt du force Q. Donc là, grâce à ça, en fait, toutes les descendantes de cette fiche-là, de la Tform traduite, vont bénéficier d'une traduction automatique de tous les composants s'ils ont été saisis au niveau de la table de texte. Et donc, petit exemple, alors là, en l'occurrence, avec mon unité 3, qui est une fiche classique, je lui ai mis un label, un edit et un bouton. Un bouton FR, un bouton EN pour changer la traduction. Donc, sur le bouton français, FR, j'appelle juste change langue de mon data module, enfin de l'unité qui contient le data module et qui contient les fonctions de changement. Et j'y passe FR, puisque c'est le nom de la colonne qui correspond à la langue française. Mon bouton en dessous, c'est EN, donc pareil, lui, j'appelle le change langue EN pour passer en anglais. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'exécution. Donc là, par défaut, le label il a pris mon texte. Alors ça tombe bien, hein. À l'écran, dans le concepteur de fiche, juste pour rappel, mon label il s'appelait label 1 en texte, hein. Donc là, il a pris mon texte, et c'est bien ce que j'ai en tant que form1.label1 dans ma base de traduction. Donc a priori, ça fonctionne. Si je clique sur FR sur mon bouton FR, il n'y a rien qui se passe, parce que forcément, je suis censé être en français par défaut. Si je clique sur EN, j'ai bien la traduction. Mon bouton aussi change de tête. Alors mon bouton, c'est censé être un form1.bouton1 dans ma table de traduction, je ne l'ai pas mis. Donc la traduction du bouton, en fait, elle se fait ici, au niveau de la surcharge de la méthode traduire texte, qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on peut faire si on a envie. Là, en l'occurrence, plutôt que de traiter un bouton, enfin un form1.bouton1, un button 1, dans ma liste de texte traduit, bah, j'ai préféré le faire par code, histoire de vous montrer. Donc ma version surchargée de traduire texte, elle commence par une inherited obligatoire pour appeler l'ancêtre, pour que ça remonte jusqu'à la fiche traduite. Et donc, pardon, la fiche traduite qui est là. Et donc que la fiche traduite fasse la traduction de tous les textes de l'écran. Et ensuite, bah, une fois qu'elle a fait sa traduction à elle, on peut intervenir sur les autres composants ou réécrire des composants qu'on aurait déjà traduits en automatique. Pensez bien à le faire avant le reste. Et comme ça, vous êtes sûr que ce qu'il y a là, ça vient après l'automatisation de la traduction. Et donc, c'est forcément votre dernier texte à vous qui va prendre le pas sur le truc automatique s'il y avait des choses qui se géraient en automatique. Donc là, dans mon bouton 1.text, j'ai mis un truc qui s'appelait IXX en ID. Par défaut, je mettais mon bouton. Et en fait, l'XX, je l'ai déjà créé dans ma table. Donc j'ai XXX en majuscule en français, ZZZ en majuscule en anglais. Quand je change de langue, j'appelle le traduire les textes de toutes les fiches. Du coup, ça atterrit ici aussi et ça traduit aussi. Un côté plutôt pratique. Ça automatise entièrement la traduction de toutes les fiches qui gèrent ça. Alors quand ça marche, là, en l'occurrence, j'ai pas exécuté, je suis sur le concepteur de fiches, donc c'est normal que le clic sur les boutons ne fasse rien. Voilà, donc France, anglais, donc on a bien les changements. Et si je clique sur mon bouton, ben en anglais j'ai Hello World qui apparaît, en français j'ai Hello World aussi. Alors pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre le texte en question dans la base tout à l'heure. Donc là, le clic sur le bouton 1, il fait pareil, un show message d'un truc traduit, donc ça commence par underscore, et j'attends un ID HW. Il se trouve que j'ai créé aucun HW dans ma table, donc il prend le texte par défaut. Ça c'est bien, ça reste cohérent hein, jusque-là. Ça tombe bien, ça fonctionne comme on veut. Donc là, je vais créer un HW dans ma base de traduction.
En français, je mets Salut la Terre, en anglais, Hello Earth. Juste histoire de changer un petit peu du Word. Je ferme le programme de gestion de traduction pour qu'il enregistre la base. Je relance l'autre programme, donc il charge le fichier, la nouvelle version. Je suis en français, j'ai bien Salut la Terre. Je passe en anglais, j'ai l'autre. Et en fait, pour que ça fonctionne, il faut que toutes vos fiches descendent du forme traduite. Donc là, je vais créer une deuxième fiche sur mon projet. Ajouter nouveau. Autre. Surtout pas fiche multipériphérique parce que sinon ça crée un T-forme. Et après, vous bidouillez à la main pour faire l'héritage et ça peut vous planter l'ouverture du projet si vous oubliez de le faire dans le point IFMX ou le point DFM. Donc dans l'écran en fait. Donc là, quand je crée un fichier nouveau, j'ai une partie éléments héritables dans lequel j'ai l'intégralité des fiches du projet. Et j'ai bien un forme traduite ici, donc je vais hériter du forme traduite pour créer ma deuxième fiche dans l'écran. Donc là, je vais l'appeler forme 2, c'est fait tout seul ou pas? Hop, fiche 2. Voilà, fiche 2, elle a une propriété caption que je vais remplir à la main. Et ici, je vais remettre un label. Voilà. Donc mon label 1, en fait, il s'appellerait fiche 2.label1 si je voulais l'automatiser. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Là. Traduction, je relance l'exécutable. Donc j'ai dit fiche 2. Label 1, AAABBB, ça ce sera fait. Voilà, je ressors pour enregistrer les mises à jour. Bon, évidemment, si vous le faites, faites autrement que ressortir ou rentrer pour enregistrer les données, parce que pour les tests, c'est pas hyper pratique. Là, dans la première fiche, je vais rajouter un bouton qui va ouvrir la deuxième en chaud tout court, ce qui permettra d'avoir les deux à l'écran. Donc mon bouton 4, il va faire, donc là je vais faire un Alt F11 pour récupérer l'unité 4 que je viens de créer dans l'implémentation et je vais juste faire un forme, je l'ai appelé comment? Fiche 2, point chaud. Voilà. Par défaut, elle sera créée par le projet, donc je ne vais pas revenir dessus pour faire l'instanciation de la fiche. J'exécute le programme, donc il enregistre la quatrième unité, donc la fiche 2. Donc le NFR continue à fonctionner. Hein. J'ouvre ma fiche 2. Je change de langue, j'ai bien le texte qui change de langue parce que je parcours bien toute l'intégralité des fiches à l'écran. Enfin, des fiches créées, en fait, pas forcément à l'écran. Elle serait masquée, ça ferait pareil. Donc là, j'ouvre, c'est en AAA, je passe en anglais, je rouvre, il est en BBB normalement. Donc grâce à ça, si en plus vous rajoutez le parcours des frames à l'intérieur d'une fiche, vous avez une traduction instantanée de tous les textes qui sont à l'écran dans tous les écrans de vos projets. Alors là, c'est une version où on hérite d'une fiche qui gère le truc. On peut aussi faire une version qui utilise une interface, mais ça complique un peu le traitement derrière, puisqu'il faut rajouter l'interface dans toutes les fiches sur lesquelles on travaille, et elles sont censées toutes avoir une traduction. Donc, pas forcément hyper pratique. Là, je vais juste finir cet exemple-là en allant rajouter la traduction, enfin la surcharge du programme de traduction, de la méthode de traduction au niveau de ma fiche 4. Shift CTRL-C, donc je fais bien le inherited, et donc je vais changer son caption. Et je vais mettre, par exemple, la langue en cours. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas, puisque j'ai rien fait pour récupérer la langue. Donc on va dire ça. Voici, on va mettre langue. Voilà, donc j'ai rajouté une fonction langue sur le data module qui gère la traduction. Donc on était en 1, ici. Procédure, non, on était en 2. D'où l'intérêt de les mettre avec un bon nom. Fonction, ça. Je vais faire getLang plutôt que lang parce que c'est quand même getLang .string et ça va renvoyer le lang sélectionné. Lang sélectionné, voilà, point virgule. Au passage, notez que comme je suis en 10.4, j'ai quand même pas mal de choses qui sont plus pratiques en termes de recherche et complétion de code.
Donc là, je suis sur getLang. Alors, je sais plus que ça s'appelle getLang, donc je tape LAN, contrôle espace, j'ai tout ce qui contient LAN, dont mon getLang, normalement, qui doit traîner quelque part. Sauf que j'ai oublié de rajouter l'unité qui m'intéresse, donc LTF11 de l'unité 2 qui contient le data module. Hop, et donc LAN, et j'ai bien mon getLang. Alors que dans les versions précédentes, il faut absolument connaître le début qu'on tape. Ça marche aussi pour les unités. Si je fais un uses, virgule, par exemple, je ne me souviens plus dans quoi enfin, quelle est la syntaxe exacte du système Generis Collection. Je peux taper gen, par exemple, et j'ai la liste de toutes les unités qui contiennent gen, dont la collection. Donc, hyper pratique à disquette pour ce genre de choses. Alors, j'ai enregistré ça, j'exécute, et puis après, je finirai ce que j'avais à dire, puisqu'il est déjà 15 heures. Et donc, je vais encore déborder. On a l'habitude. Alors là, on est censé être en français, je suis en anglais, oui, ça tombe bien, il change bien le caption de la fenêtre. Donc il exécute bien le traduire texte de toutes les fenêtres qui existent en projet. Donc vous pouvez vous servir de ça pour des projets à vous et tout gérer à la main sans passer par les outils qui sont fournis à droite à gauche. Par contre, là, je ne traduis pas les textes qui sont fournis avec les boîtes de dialogue standard, donc à vous de les gérer autrement. Voilà, alors pour les textes, le stockage des textes, en fait, il y a plusieurs solutions, hein, base de données, texte dans une base principale, alors base de données à part, ou fichier comme je l'ai créé, comme j'ai utilisé ici, une table dans une base de données qui est la base globale dans laquelle vous travaillez, notamment si vous êtes en client-serveur, par exemple, ça sert à rien d'avoir une base des traductions et puis la base principale qui contient tout si vous piochez de toute façon dans la même. Même s'il est préférable d'avoir une base de données ou une table locale par rapport à l'exécution du programme, que les textes affichent même s'il n'a pas la connexion réseau. Mais ceci étant, à vous de voir comment vous préférez les gérer. Les données peuvent être aussi stockées sous forme de constante dans une unité, sous forme de DLL de ressources, comme le fait Embarcadero avec l'outil d'assistance de la VCL, ou de chaînes de ressources directement, ou encore de fichiers PO, avec le PO Edit, qui est le truc classique dans le monde du web Linux et open source. Le lien entre les textes et les éléments d'interface, donc ça peut être du numérique comme de l'alpha. Alors l'alpha, ça permet de gérer automatiquement la traduction des composants à l'écran avec leur nom, comme je vous l'ai montré ici. Avec un numérique, ça complique un peu la traduction automatique des écrans, mais on peut le gérer aussi à la main si on a besoin. Comme on peut aussi se générer directement la liste des choses qu'on veut traduire. Le programme de traduction pouvant générer du Pascal derrière pour automatiser les traductions. Autre chose aussi, pour la récupération des choses à traduire, vous pouvez l'automatiser. En fait, le point DFM pour la VCL comme le point FMX pour les écrans FireMonkey, c'est du texte. Donc à l'intérieur, vous pouvez rechercher tout ce qui correspond à une chaîne de caractères. Et grâce à ce truc-là, vous pouvez récupérer les names des objets qui contiennent des chaînes de caractères et puis vous listez les trucs à traduire à partir de là et générer automatiquement une base de données avec les trucs à traduire qui pourront aussi parcourir les fichiers .pass qui contiendront des chaînes. C'est assez, alors j'allais dire facile. C'est relativement peu compliqué d'utiliser une expression régulière pour récupérer toutes les chaînes de caractères d'un fichier texte. Ça se trouve. Donc il y a juste à parcourir tout ça et faire le nécessaire derrière pour générer la base. Après, évidemment, le remplacement des textes, quand c'est dans les sources, c'est à vous de le gérer quand vous codez. Donc pensez au underscore quelque chose systématiquement, même si derrière vous n'affichez que le texte par défaut parce que vous n'avez rien dans votre base. On va passer aux questions. Donc là, j'en ai quelques-unes. N'hésitez pas à m'en poser d'autres si vous avez la fenêtre de connexion pour les questions à côté. Donc j'ai quelques bonjours. Alors rebonjour. Alors le lien pour le PDF renvoyé sur le Dropbox, oui c'est normal, hein. Enfin, je stocke les fichiers que je partage sur mon code Dropbox, donc il va vous proposer éventuellement de le rajouter à votre compte si vous en avez un, sinon il vous propose de le télécharger. Donc là, c'est normal. J'utilise depuis 15 ans et recommande TSI Lang sur des gros projets avec de nombreuses formes et composants, c'est vraiment le must du genre. Grâce à ces fonctionnalités, son prix est vite rentabilisé, d'autant plus qu'on l'achète une fois. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'abonnement, contrairement à d'autres, puisque la plupart des outils maintenant, c'est un achat pour 1 an de mise à jour, et puis derrière, on est un peu embêté si on n'a plus les mises à jour. Là, c'est pas le cas. Donc effectivement, merci Fabrice pour ce
ce message. TSI était de toute façon celui qui ressort le plus hein, dans les recherches de produits externes, avec pas mal d'outils autour. Oui, effectivement, la meilleure idée d'Embarcadero serait d'intégrer TSI Lang comme ça a été fait pour FireDAC. Alors, je ne sais pas quels sont les projets d'Embarcadero sur ce genre de choses, mais en tout cas, ils ont annoncé il y a 2 ans, à la sortie de la 10.3, que leur système, enfin que le système qui était proposé pour la VCL était potentiellement en phase de déprécation. Donc, il est possible qu'à un moment ou un autre, ils nous proposent autre chose, puisqu'ils ont indiqué qu'ils étaient en discussion pour proposer un autre système. Alors, je suppose qu'ils proposeront un truc qui fonctionnera sur la VCL et FMX en même temps, mais on ne sait pas. Donc, vous pouvez utiliser les outils fournis, mais vous n'êtes pas sûr à 100% qu'ils fonctionneront encore dans 1, 2 ou 3 versions. Donc, restez méfiants sur ces trucs-là et je dirais pas ne pas utiliser ceux qui sont fournis par Embarcadero parce que si c'est un petit projet, vous pouvez y aller, hein, ça peut toujours se remodifier derrière. Mais comme ce que je vous disais tout à l'heure pour les sources des paquets que vous auriez achetés plutôt que les DCU, ben, prenez un truc que vous savez que ça restera longtemps et potentiellement les deux trucs proposés par Embarcadero devraient ne pas en faire partie. Alors après, ça peut être du déprécatif comme le BDE et être toujours proposé 20 ans après. Hein. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils vont proposer autre chose que la version actuelle sera complètement abandonnée, vu que de toute façon, c'est effectivement utilisé par de très nombreux projets. Mais restez méfiants sur ces trucs-là. Alors, donc Serge Girac qui me dit que les traductions des textes sont relativement simples, oui, ça c'est clair. Enfin, ça dépend des textes, hein, comme toujours. Ce qui peut poser problème, c'est la présentation des dates, des nombres et symboles monétaires. Quelle solution? Là, effectivement, pour les dates et les nombres, il faut utiliser le format de settings du système et donc il faut se gérer notre propre format. Donc là, en plus des trucs de traduction, on peut se gérer des chaînes de formatage au niveau de la traduction et utiliser format, enfin, la fonction format qui permet de faire du formatage de texte ou format date et autres avec un format qu'on spécifie à l'intérieur. Donc on peut avoir un truc de traduction qui nous ressort par exemple le format de texte, enfin de date, l'utiliser pour encoder toutes les dates à partir de là, ou changer le format string, le format setting standard de l'application à partir de là. Après tous ces trucs-là, c'est juste un identifiant qui nous ressort un texte dans une langue ou un texte dans une autre. À partir de là, on peut tout stocker et tout remodifier à condition évidemment d'y penser systématiquement, notamment sur les dates. Sur les heures, c'est pas, oui, enfin si c'est surtout sur le séparateur effectivement. Mais oui, par défaut, date et heure, c'est pas traduit, enfin ça reste sur le système par rapport à l'OS, donc à nous de faire le nécessaire derrière. Le système de localisation intégré sera-t-il amélioré dans les futures versions de Delphi? Donc là, suspense. Il serait intéressant de pouvoir traduire directement les écrans depuis le mode conception et en passant d'une langue à l'autre dans les options. Oui, ça c'est effectivement, ce serait pratique pour les développeurs, mais là encore, ça risquerait de compliquer les choses si on veut les faire à l'extérieur. Donc là, c'est à voir, mais chacun a ses habitudes de programmation. C'est vrai que si on prend le Tlang de FireMonkey comme exemple, il a un côté pratique que n'a pas l'outil qui est fourni pour la VCL. C'est qu'on a tout directement à l'écran, en standard. Mais par exemple, pour revenir sur le TSI Lang, si je me souviens bien, lui, il va jusqu'à modifier la taille des composants si le texte déborde. Enfin, nous proposer de modifier la taille du composant en fonction de la langue. Après, ça dépend du niveau qu'on veut obtenir et puis de comment on veut gérer les trucs. Mais effectivement, il y a plein de solutions possibles sur tous ces trucs-là. Et pour tout ce qui est traduction, et il faut vraiment regarder ce qu'on va prendre par rapport à ce dont on a réellement besoin. Enfin, c'est le cas pour tous les types de composants. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous en avez avant que je conclue? Enfin, questions ou interventions par rapport aux traductions à votre expérience, n'hésitez pas. A priori pas. Ok, donc on va conclure. Donc j'espère à travers cette session que je vous ai convaincu de l'intérêt de faire les traductions. Alors, quitte à le faire à blanc, donc juste avoir un truc qui vous permet de dire potentiellement plus tard je traduirai et qui renvoie toujours une valeur par défaut, ou en tout cas de voir comment on peut le faire facilement s'il y a besoin. Donc cette session sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de Bernstein. Si vous avez besoin de ressources complémentaires sur ce sujet-là, je compléterai un article de blog sur mon blog, donc, où je mettrai aussi le replay s'il est dit, quand il sera disponible. Il l'est.
avec lien vers les sources et vers le PDF. Donc, vous pouvez tout récupérer de là si vous avez besoin, directement. Ensuite, pour la suite, en fait, on a prévu 2 autres webinaires, donc en juillet et en août. Il y en aura peut-être 1 ou 2 en intercalé pour des sujets très spécifiques. Et d'une manière générale, vous avez un planning complet jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année, donc sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien qui est en bas de la page ou à partir d'un de ceux que je viens de vous envoyer sur la liste de tous les webinaires et vous inscrire sur ceux qui vous intéresseraient. Les 2 prochains seront donc sur la gestion du clavier virtuel pour iOS et Android, et puis le suivant sur la sauvegarde et la restauration de l'état des applications mobiles. Donc un petit truc qui sert essentiellement quand on est sur Android dans certaines versions qui coupe le programme quand il perd le focus, et donc il nous empêche de redémarrer avec l'état actuel. Donc si j'arrive à boucler tout ce que je veux d'ici là, ce sera une session sur ce sujet-là, sinon elle sera décalée pour le mois de septembre, et puis je mettrai autre chose. En tout cas, inscrivez-vous dessus. Les programmes seront mis à jour au fur et à mesure s'il y a du décalage ou des changements. Donc n'hésitez pas à bloquer les dates, même si au final vous n'y participez pas. Ce sera déjà ça de récupérer, puis au moins vous serez informé des liens et des mises en ligne des différents webinaires. Voilà, j'en ai terminé pour cette fois-ci. Je vous remercie d'être venu, d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très bientôt, au revoir.